Voilà le cercueil de Lionel Jospin qui a quitté cette cour des Invalides sur le son de la marche funèbre de Chopin. La suite de la journée, Pierre-Emmanuel Guigaud, ça se passera au cimetière du Montparnasse. C'est intéressant de voir que Lionel Jospin aurait pu choisir beaucoup d'autres endroits pour être inhumé. Il a choisi ce lieu parisien. Oui, tout à fait. Alors, le cimetière du Montparnasse, c'est au cœur de Paris quand même. C'est au cœur à côté du 6e, 14e arrondissement où il habitait. Donc, il y a aussi cette proximité-là. Il aurait pu aller à Sainte-Gabelle, où il a été très longtemps élu. Il aurait pu aller... Pardon, le président français a rappelé cet épisode où il apprend fait, sa victoire aux législatives de 97. Donc, c'était sa circonscription. Il aurait pu aller à l'île de Ré. On savait qu'il avait ses habitudes, notamment l'été. Mais voilà, il a voulu rester au plus près. Et dans un cimetière, quand même, Montparnasse, qui a une histoire. C'est le cimetière où on a une partie des anciens communards. C'est un cimetière où on a plusieurs figures de la gauche. On peut penser à Jean-Paul Sartre, notamment Proudhon aussi est enterré à Montparnasse. Donc c'est pas n'importe quel cimetière non plus. Pour revenir sur l'héritage, on a dû un peu abréger tout à l'heure, Flore Simon, l'héritage que laisse Lionel Jospin et le moment où intervient son décès. Il est mort dimanche dernier, second tour des élections municipales ici en France. On a vu une gauche se déchirer sur l'opportunité ou non, ou l'intérêt ou non de faire alliance avec la France insoumise. Lui qui était donc celui de la gauche plurielle au milieu des années 90. Il y a comme ces deux histoires, ces deux moments d'histoire de la gauche française qui sont venus se percuter quasiment à quelques heures près. Oui, comme une ironie de l'histoire, Pauline. Non, mais c'est vrai que au moment où Lionel Jospin devient Premier ministre en 97, le Parti socialiste est le parti de gauche le plus fort. Donc c'est vrai que c'est un peu lui qui guide, on va dire, entre guillemets, les autres partis de gauche et qui réussit de toute façon. Quoi qu'il arrive, même si le PS est le parti de gauche le plus fort, il réussit quand même parce qu'il aime le débat d'idées politiques et les discussions autour de la politique. Il réussit quand même à faire de ce gouvernement entre 97 et 2002 cette gauche plurielle avec les communistes, les socialistes et les Verts. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le PS n'est plus cette force majoritaire à gauche, que les socialistes ont besoin de nouer des alliances avec les autres partis de gauche pour les élections, sauf qu'en effet, ce qu'on voit, c'est que les discussions sont absolument extrêmement difficiles, voire impossibles, que trouver des compromis ou des chemins communs sur un programme, là encore, ça apparaît aujourd'hui extrêmement compliqué, voire impossible. Et puis de toute façon, pour la présidentielle de 2027, qui est la prochaine échéance électorale, les Insoumis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils iraient seuls. Reste à voir ce que va faire le reste de la gauche. Est-ce qu'ils vont réussir à s'unir ou non ? D'ailleurs, oui, Jean-Luc Mélenchon, pardon, je précise, on se demandait tout à l'heure s'il allait assister, en tout cas à cette partie de la cérémonie. Il a tweeté qu'il avait été invité trop tard, ce qui ne lui permettait pas de se rendre, c'est ce qu'il dit, en tout cas aux Invalides. Lui, pourtant, qui a été un proche de Lionel Jospin, qui avait fait de lui son ministre adjoint qui est un proche, alors, en tout cas... pas vraiment un proche, parce qu'il faisait partie effectivement de la gauche socialiste, qui était le courant plutôt d'opposition à l'interne du PS, mais dans des jeux d'alliance, il arrive au gouvernement Jospin en 2000 seulement. Voilà. Pardon, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous... Oui. Alors, donc, on évoque bien sûr l'apport qu'ont été les années Jospin à la gauche plurielle. Il y a évidemment Lionel Jospin et pour la gauche aussi représente une forme de traumatisme. Avril 2002, un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, quand Jean-Marie Le Pen se qualifie au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. C'est ça aussi, Lionel Jospin, c'est cet échec-là, alors qui n'est pas que personnel. On se souvient aussi de ces mots ce soir-là, et ça rejoint la droiture dont on parlait tout à l'heure. Il a ces mots, je me retire de la vie politique. On se souvient des gens qui sont là et qui pleurent et qui crient, etc. Voilà, il y a une forme de traumatisme quand même. Oui, tout à fait. Ça a marqué beaucoup de la génération qui dirige le Parti socialiste à l'époque, à l'exception d'Olivier Faure, sont des gens qui se sont engagés en politique à ce moment-là. Le 21 avril a été un moment d'engagement politique très fort, notamment à gauche, contre le Front National. Mais je voulais rappeler deux éléments de différence entre la situation de l'époque, c'est-à-dire 97, la gauche plurielle, et celle d'aujourd'hui. Il y a deux grandes différences. Un, c'est qu'il y a une incarnation politique qui manque cruellement aujourd'hui, à part du côté de Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'à l'époque, il y a un leader clair, c'est Lionel Jospin, parce qu'il a été le candidat à l'élection présidentielle de 95. Il se qualifie contre toute attente au second tour. Il est même premier au soir du premier tour, et il fait 47,5% au second tour. Donc en 97, il n'y a pas de grande discussion sur qui va gouverner le
qui va être le chef du gouvernement. Le deuxième point de différence, c'est qu'à l'époque, on ne s'obligeait pas en fait, à avoir un programme un peu factice, en gros, à une sorte d'alliance concrète sur toute une série de propositions, puisqu'il n'y a pas de programme commun en 97. Dans la gauche plurielle, en fait, ça n'est que des accords du Parti socialiste, donc vous avez rappelé à juste titre sa position hégémonique, avec les différents éléments de la composante. Donc il a un accord avec les communistes, un accord avec les Verts, un accord avec le MDC, etc. Et donc au final, il n'y a pas non plus de candidature unique, comme à gauche on a cherché à le faire au moment de la NUPES ou du NFP. En fait, il y a différents candidats, et c'est au second tour seulement où on tranche. Alors il faut dire que la situation était complètement différente. Le Front National n'avait pas le poids qu'il a à l'heure actuelle, devenant finalement quasiment le pilier de la vie politique française, avec ses plus de 30% de voix systématiques au premier tour. Oui, la conjoncture était différente aussi. Voilà, tout à fait. Donc c'est ça aussi qui permet à l'époque cette diversité de la gauche. Il y avait aussi un alignement de planètes qui n'existe pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de gauche irréconciliable. Même les discussions entre le PC, le Parti Socialiste, le MDC, qui venaient de faire scission du Parti Socialiste, de Jean-Pierre Chevènement, il n'y avait pas d'insulte entre ces différentes composantes. On ne s'écharpait pas tous les 4 matins. Et ce qui fait que quand il y a eu cette union qui a dû se faire après la dissolution de Jacques Chirac en 1997, ça s'est fait sans trop de problèmes. On va retrouver Marie Schuster qui a suivi depuis les Invalides cet hommage national à Lionel Jospin. Marie, la cérémonie est terminée et je le disais, on a vu la famille de Lionel Jospin et d'ailleurs l'un des petits-enfants derrière leur cercueil. C'est une image très émouvante. La suite de la cérémonie sera donc tout à l'heure au cimetière du Montparnasse en début d'après-midi. Oui, comme vous avez pu le constater, cette cérémonie vient de reprendre fin. C'était une cérémonie plutôt courte et sobre avant les obsèques de Lionel Jospin qui doivent se tenir donc à partir de 14h30 au cimetière du Montparnasse. Des obsèques qui se tiendront en public. Une cérémonie d'hommage national aujourd'hui sobre, je vous le disais, et un éloge également court et sobre tenu par le président de la République Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a tenu à souligner aujourd'hui la rigueur de Lionel Jospin, un homme, je cite, menant des combats pour la justice et la liberté. Il est revenu sur l'ensemble de la carrière politique menée par Lionel Jospin depuis son accession au poste de premier secrétaire du Parti socialiste jusqu'à ce qu'il soit membre du Conseil constitutionnel. Il est longuement revenu sur sa carrière au sein de la coalition plurielle, celle qu'il avait menée au sein du gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. Et puis pour Emmanuel Macron, Lionel Jospin est véritablement un homme politique qui a su faire entrer la France dans la modernité. Je le cite en mettant en place ces réformes telles que le Pacs, a-t-il dit, première étape vers le mariage pour tous. Le président de la République Emmanuel Macron qui a tenu à saluer un grand destin français que beaucoup aimèrent pour son exigence, un homme pour certains un modèle, un adversaire pour d'autres, mais un repère pour tous. Oui, merci beaucoup Marie Schuster. Depuis les Invalides, on pourrait évoquer aussi les 35 heures, la CMU, la couverture maladie universelle que l'on doit aussi aux années Jospin. À propos de la droiture qu'on ne cesse d'évoquer, à propos du souvenir de Lionel Jospin, il y avait aussi ce principe auquel il tenait, et là encore qui a fait long feu, selon lequel aucun ministre mis en examen ne devait rester au gouvernement. Qu'en reste-t-il ? Ça a en effet fait long feu, parce que c'est vrai que sous la présidence d'Emmanuel Macron, on pense dans un passé très très proche à Rachida Dati, qui est, malgré la présomption d'innocence qui prévaut, je le rappelle, ici en France, mais qui va quand même être jugée en septembre pour corruption dans le procès Renault-Nissan, qui est quand même malgré tout resté ministre de la Culture, soutenu là pour les municipales par Emmanuel Macron à la mairie de Paris. C'est vrai que c'est plus forcément quelque chose, on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose qui aujourd'hui soit quelque chose qui soit primordial, cette probité donc chez les candidats élus ou autres. D'ailleurs, il avait participé, Lionel Jospin, à la réflexion sur l'éclaircissement de la vie politique. Là, le mot m'échappe, sur la transparence, une plus grande transparence de la vie publique. C'était un sujet qui lui était cher.
Oui, tout à fait. Et donc, il y a eu des réformes qui ont été faites avant lui et après lui. On pense notamment aux 2 lois Michel Sapin. Mais effectivement, c'est un élément qui lui était cher. Et il faut quand même souligner que dans une vie politique qui a été marquée par les scandales politico-financiers au début des années 90 et jusqu'au début des années 2000, lui n'a pas été touché par ça. D'ailleurs, lui-même a plusieurs fois mis le doigt sur les scandales qui touchaient Jacques Chirac au moment où tous les deux étaient au pouvoir. Donc ça, c'était quand même une grande différence. Oui, Flore. Non, juste sur le bilan économique, donc, enfin, en tout cas, sur les réformes qui ont été mises en place, dont vous avez parlé, les 35 heures, l'aide médicale d'État, la CMU, le PACS, etc., la parité homme-femme. Mais il y a aussi, d'un point de vue économique, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que c'est le Premier ministre qui a été le plus actif en ce qui concerne la privatisation d'entreprises comme Air France, France Télécom. Voilà, bon, après, c'est sûr que c'était une autre conjoncture économique aussi, mais il a beaucoup œuvré à la privatisation d'entreprises françaises, Lionel Jospin, du temps de son gouvernement entre 1997 et 2002. Alors on voit Patrick Bloch, qui est un des instigateurs de la loi sur le PACS, justement. On a vu, je vois Alain Juppé dans la foule, ancien maire de Bordeaux. Dominique de Villepin, à qui quelque part Lionel Jospin doit Matignon, puisque c'est lui qui a voulu la dissolution de 97. Il n'y a pas beaucoup de moments en ce moment. C'est vrai qu'il y a toujours un décalage. Ce sera ma dernière question entre les invectives, mais bon, c'est le jeu de la politique, bien sûr, sur les plateaux télé et par interview interposée, et puis ces moments de concorde qui sont des moments où, encore une fois, on se ressoude, non pas sur forcément un héritage politique, mais sur quelqu'un qui a incarné l'État. C'est vrai que au-delà de ce qu'on peut penser de sa politique, il avait ça, et il incarnait aussi une génération peut-être un peu perdue aujourd'hui. Des hommes comme on a enterré il y a peu Robert Badinter. Quoi qu'on pense de leur opinion politique, il y a quelque chose de l'ordre de la stature qui manque un peu aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aussi d'une droiture, on en a parlé à plusieurs reprises. Et puis, comme disaient les Romains, dans ces moments d'obsèques, des morts, on ne dit que du bien ou on ne dit rien. Donc ça, c'est assez typique de ce genre d'obsèques. Je voulais rappeler, si je peux, un petit mot, puisque c'est Emmanuel Macron qui a rendu hommage à Lionel Jospin. On peut dire qu'Emmanuel Macron, le jeune Emmanuel Macron, alors qu'il était énarque à l'époque, n'a pas choisi l'option Jospin en 2002 lui-même, puisqu'il faisait partie de l'équipe de campagne de Jean-Pierre Chevènement. On a des photographies, on le voit au meeting de Jean-Pierre Chevènement, donc du côté plutôt de la gauche souverainiste, voire même quelque part qui prépare les années Macron, puisque Jean-Pierre Chevènement, qui a été ministre lui aussi de Lionel Jospin, qui a quitté le gouvernement sur la question corse, il était en désaccord, il incarnait les républicains des deux rives, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire réunir la droite et la gauche. C'était un peu le en même temps, mais version souverainiste du début des années 2000. Un genre de boucle bouclée. Donc, merci beaucoup Pierre-Emmanuel Guigaud d'être venu ce matin sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La gauche plurielle, qui est sorti au bord de l'eau. Et vous serez cet après-midi aux obsèques publiques de Lionel Jospin au cimetière du Montparnasse à Paris. On l'a dit. Merci beaucoup Flore Simon. Vous étiez ici chez vous du service politique de France 24. Voilà, vous avez pu suivre donc en direct cet hommage national rendu à Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste décédé dimanche dernier à l'âge de 88 ans.